Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Hey, salut mon très cher Joël. Salut mon très cher Julien, comment ça va? Ça va toi? Oui, t'as-tu passé une bonne semaine? J'ai passé une incroyable semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoute, l'habituel, préparation pour le podcast. J'essaye de jouer à Donjons Dragons. Mais là, j'ai vu ça, là, justement, t'as écrit dans notre petit document commun sur nos idées. Dernière game de D&D à Julien. Ouais, j'écris... Fait que tu voulais qu'on parle de ça? Ouais, ben là, c'est sûr que moi, j'ai des joueurs qui sont en train de le vivre, mais j'imagine qu'au moment où l'épisode sort, ils devraient déjà tous être morts. Fait que on devrait être correct, mais sinon, si t'es Anthony, Alexandre ou Janie... On skip cette partie-là, à moins que tu veuilles savoir. Oui, parce que tu vas divulgacher des éléments de quête. Ouais, ou de... je vais divulgacher ça parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'absolument hallucinant avec un jeu. Moi, j'ai écrit dans le Varia D&D, mais on joue un jeu qui s'appelle... ben là, tu m'as corrigé sur la prononciation tantôt, mais moi, je l'appelle Morkborg. Je pense que tout le monde appelle ça Morkborg parce que les gens parlent pas full suédois. Qui est c'est M-O-R-K, espace B-O-R-G. Je dirais Morkborg. Okay, j'ai pas une bonne prononciation. C'est à peu près ça. Je vais essayer de partir ce mode-là. Qui est un peu un substitut à Donjons Dragons, si tu veux. C'est très, très old school. Puis c'est le jeu qu'on a choisi, nous, pour notre campagne hebdomadaire. En tout cas, on essaye de jouer toutes les semaines. Puis on a vécu un moment hallucinant. Ça m'a beaucoup fait réfléchir au world building. Parce que c'est un livre... je l'ai dans mes mains en ce moment. C'est un livre qui est très... je sais pas comment dire ça. Il est pas volumineux, là. C'est pas une brique. C'est tout au plus... C'est le fun, il numérote les pages avec des chiffres romains. C'est même pas 100 pages, c'est genre 75 pages. Mais beaucoup de saveurs, beaucoup de démiurgie très, 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 très inspirante. Ils vont jouer des fois avec les attentes. Comme toi, tu sais c'est quoi un gobelin, j'imagine, Joël? T'as pas de difficulté avec ça, le concept d'un gobelin. Eux, leur gobelin, ils leur ont donné un petit trait, une petite habileté spéciale. Dans le fond, les gobelins, c'est une malédiction dans leur univers. Puis les gobelins se multiplient de cette façon-là. Quand tu es en contact avec un gobelin, transmets sa malédiction. Puis dans 1 des 6 jours, tu deviens un gobelin toi aussi. Puis tu perds ton personnage, tu meurs. Ouais. Okay. Puis quand je dis contact, là, c'est une attaque manquée. Si tu as été la cible d'une attaque d'un gobelin, même s'il a manqué, ton personnage obtient la malédiction. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de tuer le gobelin qui lui a transmis la malédiction. Avant que le 1 des 6 jours passe? Absolument. Fait que quand tu brasses ton 1 des 6, pour les gens qui sont pas des rôlistes, un des 6 c'est un dé à 6 faces, c'est-à-dire les cubes qu'on a tous dans Monopoly. Monopoly. Fait que tu peux brasser un. Tu peux brasser un, fait que dans 24 heures... Il te reste une journée avant de plus avoir de personnage. Plus avoir de personnage, puis que ton personnage devienne un gobelin complètement dévergondé. Mais est-ce que le personnage, une fois qu'il est devenu un gobelin, il est peut-être plus heureux que s'il est joué par un joueur? Ah, peut-être. Je sais pas. Il est enfin affranchi de son joueur. Ouais, c'est vrai. Ah, là, tu parles au niveau du personnage, pour le personnage. Parce que là, lui, il gagne du libre arbitre. Parce qu'il n'y a plus personne qui décide derrière lui. C'est comme ça que ça marche, le libre arbitre, hein? Ouais. OK. Mon Dieu. Quand tu deviens gobelin, tout à coup, tu as un libre arbitre que tu n'avais pas avant parce qu'un joueur... Ben, dans un jeu de rôle, c'est le maître du jeu qui hérite du libre arbitre du nouveau gobelin. Fait que je sais pas s'il est content, mais... Finalement, t'es-tu en train de dire que les personnages n'ont jamais de libre arbitre et sont toujours décidés par leur créateur-créatrice? On peut-tu partir la chanson des X-Files, là, genre? En post-prod. Oui, s'il te plaît. Non, je sais pas. Mais garde ça en tête, que la malédiction de Gobelin se transmet. Puis moi, en bon maître de jeu, je ne sens pas que c'est une information que je dois partager avec mes joueurs. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent dans cette ville-là où ils ont un problème d'infestation de gobelins, ils se le font dire que, attention, il y a des gobelins dans la ville, on a une infestation, il y a un gars qui vend un remède. Mais ils vont peut-être pas le prendre pour du cash, puis ils vont penser que c'est une arnaque. Ils ne m'ont pas cru. Pour vrai? Et ils ont croisé des gobelins. Ça en est suivi une bataille. Moi, je garde trace de ça. Et 2 des 3 personnages, 2 des 3 joueurs, ont été en contact avec la malédiction sans se débarrasser du gobelin. Parce qu'il y a une règle dans le jeu qui donne un score de morale aux monstres. Puis quand ils perdent la moitié de leur groupe, ou quand leur leader est tué dans un combat, ils
ils peuvent soit fuir ou soit se rendre. Tout ça, c'est déterminé au hasard. Puis ils se sont rendus. OK. Et ils sont très amusants, les gobelins. Ils ont un langage ordurier, ils sont tout nus, ils font des blagues de caca pipi. Fait il y a un des joueurs qui est comme... qui a développé une sorte d'attachement envers les gobelins, puis il a décidé, attachement littéralement, parce qu'il a décidé de les attacher après une corde puis les traîner avec lui. Des animaux domestiques. Oui, sauf qu'ils sont infectés de la malédiction, les deux autres. Là. Et c'est les deux gobelins responsables de la malédiction. Et donc, ils pourraient les tuer puis survivre, mais ils ne croient pas à ça. Ils croient pas à ça, ils les gardent en vie. Et il y en a un que, sur sa durée, avant de se transformer, j'ai lancé un 1 et l'autre un 6. Fait que Anthony perd son personnage dans la prochaine partie parce qu'il pense que c'est pas vrai, puis il traîne son gobelin avec lui. À moins qu'il tue le gobelin. Toujours une possibilité. Je le mettrais pas. Il est capable de faire ça, Anthony. Mais toi, en tant que maître de jeu, tu te retrouves dans la situation où tu peux laisser tout ça arriver. Mais est-ce que tu vas lancer une dernière perche ou quelque chose ou non? C'est à eux de... Ben non, là, c'est incroyable d'être assis avec ces gens-là à la même table, puis ils prennent ces décisions-là. Moi, c'est comme si je regardais un accident de train au ralenti. Là. Oui. Ouais. Fait que, des fois, juste une petite touche sur les attentes. Tout le monde sait c'est quoi un gobelin. Les gobelins font partie de l'univers de Morkborg, mais juste en y rajoutant un trait qui est unique à cet univers-là, ben là, on se retrouve avec des situations complètement cinglées. Dans cet univers-là aussi... Ça pourrait être considéré comme une trahison de la confiance de tes joueurs et joueuses si c'était pas quelque chose qui leur a été dit en jeu. Absolument. Là, de façon diégétique, t'as brisé ces attentes-là. De façon extra-diégétique, ils n'acceptent pas que les attentes sont brisées. C'est leur problème. C'est merveilleux. Ouais, j'aime beaucoup ce rapport-là. Ouais. Fait que Morkborg fait beaucoup ça. Il y a des trucs qui sont des clichés, mais qui sont revampés, changés un peu, twistés. Absolument. Ça se décrit comme un jeu death metal, black metal. C'est vraiment un coup de massue en pleine face. Les personnages meurent. Tu t'en refais un nouveau, c'est pas grave. Le livre est graphiquement incroyable. Quand tu arrives à la section qui détermine au hasard avec quelle arme tu commences, ben normalement, on s'attendrait à une liste, un tableau. T'sais. Ça, c'est les armes, ça, c'est les dégâts que ces armes peuvent faire. Mais là, à la place, on a un 4 pages sur les armes et il y a une page qui est simplement dédiée au fémur. Fait que si t'es malchanceux et tu lances un 1, ben ton personnage commence avec un fémur comme arme. On sait pas si c'est un fémur de quoi. Non. On sait que c'est un fémur. C'est un ça bonus. fait 1 à 4 dégâts. Sinon, on a une victime qui est juste perforée d'une multitude d'armes avec la description des armes autour. Puis après ça, on a des armes, un spread de 2 pages où on présente 3 armes. OK. C'est tout. Fait que dans les choix graphiques que Morkborg fait... C'est vraiment hot aussi, la mise en page. On dirait que t'es en train de lire un magazine. C'est fou, il y a des pages qui ont une mise en page complètement différente. Fait que ça donne vraiment l'idée que le livre lui-même est quand même un bel objet. Moi, j'encourage les gens qui sont... les jeux de rôle font partie de leur hobby ou de leur passion, qui se questionnent, peut-être que j'aimerais ça. Allez voir le site web. Le site web est aussi beau que le livre. Ça, c'est le gobelin en question. Là. Il ressemble à marionnette de Serge Gainsbourg dans le film sur Serge Gainsbourg. Ah oui. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais il ressemble vraiment à ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est une créature inoffensive, là. Ça se tue à un coup d'épée, mais... Il s'appelle Seth? Le nom, je pense que c'est le nom suédois qui fait partie du... OK. Tu sais, ils sont tous là. Quand tu regardes le Berserker, c'est écrit Zukuma. OK. Je sais pas c'est quoi Zukuma, mais tu vois, là, avant que... J'ai l'impression que... J'ai le sentiment que tu as dit ce que tu avais à dire. Je veux t'amener peut-être ailleurs. Là. Ouais. T'as-tu fait le tour de... Oui, absolument. OK. Déjà, quand on parle de jeux de rôle, les gens pensent à Donjons Dragons, toujours. Ouais. Dungeons and Dragons, première édition, deuxième édition, Advance, troisième, 3.5. La quatrième, on n'en parle pas. On n'en parle pas. La cinquième, que tout le monde aime, T'amour. Je connais ça, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. T'as joué aussi. Ouais. En fait, pour notre historique personnel, je veux juste mettre ça sur la table, mais je t'ai initié. Moi, tu m'as initié. On a joué ensemble. J'ai même joué dans Gadin. Non, j'ai pas joué dans Gadin. J'ai pas joué dans Gadin, mais il y avait il y avait un genre de... À un moment donné, il y a eu un petit peu un multivers, là. Je sais pas si tu te souviens, là. Je veux pas embarquer dans des détails de partie. Ça fait longtemps parce que
On a récupéré un mode de transportation qui était comme une genre de Cadillac, puis ça venait de je sais pas trop quel univers, puis en tout cas. Une espèce de chariot céleste. Ouais, là. ouais, je me ok. souviens. Ça venait Non? pas de Gadget. Ah, ok, mon erreur. Il y avait absolument aucun lien. Ok, cool. Mais ça pour dire, le système de jeu utilisé. Ouais. Donjon Dragon, c'est un classique. Ça, c'est pas ça. La semaine passée, tu nous as présenté Electric Bastionland. Ouais. Parce que toi, t'es un fan de versions de jeux de rôle qui sont différentes. Ou je pense que t'aimes correct Donjons et Dragons, mais t'aimes bien les autres aussi. Puis ils sont souvent méconnus, tous les autres jeux. Puis il y a comme un revival aussi. Là, Ouais, dans le fond, il y a un mouvement qui s'appelle OSR. C'est soit Old School, Revival ou Renaissance. Là. C'est pas que c'est tant nécessairement des jeux différents. Moi, quand je sors le soir pour aller jouer, je dis que je m'en vais jouer à Donjon Dragon. Là. Okay. Peu importe le jeu. C'est tellement ancré dans l'imaginaire que c'est Donjon Dragon, le jeu de rôle qui domine. Mais ouais, c'est que d'édition en édition, il y a des modifications qui ont été faites. Ça n'a pas toujours fait l'unanimité, ces modifications-là. Puis les modifications dans les règles vont changer comment tu joues le jeu. Puis je me suis retrouvé beaucoup dans la façon old school de jouer le jeu, avec des règles plus simples qui laissent plus de place à l'interprétation du maître de jeu. Morkborg, c'est basé sur ce qu'il appelle la version Basic Expert, BX. Puis c'est juste une version, c'est une des versions les plus vieilles de Donjon Dragon, qui a été reformée, des refontes qui ont été faites au cours des années pour que ce soit plus simple, plus facile à lire. Il y a ça, il y a Old School Essentials qui fait la même affaire. C'est à peu près fait que les jets de morale que je parlais tantôt, les jets de réaction d'un ennemi ou d'un groupe de monstres. Il y a beaucoup de moments qui sont laissés au hasard. Fait qu'en tant que maître de jeu, tu as l'impression que toi aussi tu joues. Puis tu fais pas juste jouer du monde. Ouais. Fait que... C'est un peu... Mon expérience de jeu a commencé avec l'édition 3 ou 3.5. Qui est la plus complexe. Là. Qui est extrêmement complexe pour offrir comme toutes les opportunités aux joueurs dans Donjon Dragon de vivre toutes leurs aventures. Mais pour chaque opportunité, il y a une carte avec une table, avec des chiffres, avec des calculs à faire. Il faut lancer 10 dés, prendre la moyenne, aller chercher la médiane, changer, mettre ça dans une... tu sais, on construit des trucs avec nos personnages puis nos idées d'histoire, mais finalement, ça passe tout le temps par beaucoup de mathématiques. Et c'est quelque chose que, naturellement, avec mes amis, mes partenaires de jeu, quand j'étais adolescent puis que j'ai commencé à jouer, on a vite compris que, on s'en foutait. Ouais. Puis on le mettait de côté à nos séances, puis des fois, on intégrait une nouvelle personne, par exemple, à notre groupe de jeu, puis cette personne-là disait « Oui, mais telle affaire », puis on était comme « ça, nous autres, on s'en fout. » Ouais. Puis c'était pas parfait, notre façon de jouer avait donc des problèmes, parce que les trous dans nos connaissances des règles créaient comme des lacunes de genre « Ah, ça, on passe par-dessus, on s'en fout. » Fait que finalement, des fois, ça faisait qu'on ratait des éléments parce qu'on n'avait pas défini de ne pas le définir. Ça crée une expérience inégale un peu. C'était très inégal. Ouais. Mais ce que j'aime avec ça, c'est que le jeu est construit. Puis d'autres jeux dont tu m'as déjà parlé, Troika. Les PTBA, Powered by the Apocalypse. Ouais. Quand tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai jamais encore joué à un seul de ces jeux-là. Mais c'est des jeux qui vont chercher l'essence de la créativité puis de l'ouverture de la table de jeu pour un minimum de lançage de dés puis de mathématiques. Tu sais, le jeu de rôle, moi, je vois ça un peu comme la musique. Puis la passion du jeu de rôle, tu peux, comme dans la passion de la musique, tu peux t'en tenir à une affaire. Tu sais, puis Donjon Dragon, c'est U2. Il y a des gros c'est U2? Il y a des gros spectacles, Tove iMusic. Ah, il y a un album, tu sais, ça fait partie. C'est obligatoire. Tu pourrais pas ne pas l'avoir sur ton téléphone. Puis il existe plein d'autres affaires, tu sais. Il y a du métal, comme Morkborg. Il y a plein de styles de musique. Il y a des groupes underground. Puis je trouve qu'il y a une richesse, moi, dans ce genre de choses-là. Puis, ouais, c'est sain pour un hobby d'avoir une variété. Mm-hmm. D'avoir des créateurs qui amènent du contenu, qui questionnent. Fait que pour moi, j'ai fait le souhait il y a presque 2 ans, je veux plus jouer à Donjon Dragon. Ça n'a pas marché. Il y a trop de jeux. Tu joues encore un peu? Non, pas tout. Non? 0. Je pensais que tu jouais encore un peu à Donjon. J'ai convaincu on joue à Worlds Without Number par Kevin Crawford avec un de mes groupes. On joue à Morkborg avec l'autre.
puis je reviendrai pas en arrière. J'aimerais qu'on se fasse amener un épisode pour plonger là-dedans. Ouais, ça serait cool. Ouais. Absolument. Surtout que dans les règles, il y a du world building. Si tu transmets pas de world building dans tes règles, je pense qu'il faut que tu te questionnes un peu sur pourquoi cette règle est là. OK. Ouais. Merci Julien de nous avoir partagé ta passion. Julien Lefort, mesdames et messieurs, nous a parlé de sa passion. Julien, 8 ans. Il faut pas que je mélange, là, c'est les applaudissements que je veux mettre, pas la chanson d'X-Files. Oui, Ouais. mélange pas les deux. Non. Puis aujourd'hui... ben c'est drôle, hein? On a parlé un peu de design en parlant du livre de Mark C'est à Borg. peine lié. Je te regarde avec ta face de segway. C'est pas vraiment... on va faire une entrevue avec des designers. Ouais, Tu veux-tu nous présenter nos invités d'aujourd'hui? Oui, on reçoit Audrey Larose et Félix Guillon. C'est des amis, c'est de la famille. Fait que si vous remarquez qu'on a un langage familier ensemble, c'est parce qu'on se connaît, ça fait longtemps. Et ils sont les deux designers chez Larose Guillon, qui fabrique des luminaires de luxe, hallucinants, complètement hallucinants. Ils sont basés à Verchères. Et dans leur pratique, ben moi je trouvais que on voyait qu'il y avait une démiurgie. Si on consulte leur Instagram, si on regarde ce qu'ils ont fait, ils réussissent avec leur luminaire à créer un monde. Fait qu'on se questionnait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en design, puis en quoi ça entrecoupait un peu la démiurgie. On est très heureux de les recevoir aujourd'hui. Audrey, Félix, allô, bienvenue à Comme du Monde. Allô, Bonjour. merci. Vous êtes les premiers designers de luminaires qu'on reçoit. Est-ce qu'on est les seuls que vous connaissez? Ouais, c'est ça la question. Non, dans notre Vous êtes les entourage, meilleurs. c'est plein, hein. Vous êtes les meilleurs qu'on connaisse. De mes ancêtres? Blague. Vous devez vous demander c'est quoi votre place dans un podcast sur la construction d'univers imaginaire. Tout à fait. On aime ça, on a hâte d'entendre les questions. Ouais, ben avant de commencer, moi, je vous lancerai sur une petite piste. Je me demande, c'est quoi dans votre pratique artistique, c'est quoi les fondements sur lesquels vous vous basez? Dans le fond, c'est quoi c'est quoi qui entoure votre pratique? Sur quoi vous vous basez dans ce que vous faites? Ben, c'est sûr qu'on... La facture, c'est un peu la joaillerie, mais l'inspiration, là, ce qui vient du cœur, là, c'est vraiment plus la nature, ce qui nous entoure. Des fois, on essaie de trouver on se promène, on voit des détails qui nous interpellent, des feuilles, ça peut être des branches, des feuilles mortes, une algue qui traîne par terre sur le bord d'une plage, un fruit desséché, une organisation d'une branche, tu sais, c'est n'importe quoi qui nous allume, pour faire un bon jeu de mots. Puis au final, ben on essaie de traduire ça avec les techniques qu'on connaît pour la mettre en œuvre, la concrétiser finalement. Les procédés techniques que vous utilisez, c'est quoi? Tu sais, là, t'as dit c'est de la joaillerie beaucoup, mais ça ressemble à quoi? Vous travaillez le métal? Ben, en fait, nous, on travaille avec beaucoup, on travaille avec des sous-traitants qui, eux, fabriquent nos pièces. Fait que c'est sûr que c'est des sous-traitants qui fabriquent nos pièces beaucoup à la main, en petite série. On travaille avec un artiste verrier qui souffle nos verres à la main. Nous, sinon, à l'atelier, on assemble les luminaires, puis on travaille sinon beaucoup avec un tissu de laiton. Fait que c'est comme un moustiquaire de laiton qui très serré. Puis pour quelques-unes de nos collections, on a réussi là, à vraiment le travailler, à faire des formes avec. On essaye aussi, comme Félix disait, là, de s'inspirer beaucoup de la nature. Puis on essaie de recréer des moments aussi de la nature, pas juste... je pourrais dire pas... C'est pas juste... Tu parles, mettons, pour le valse crépuscule. Ouais, c'est ça. T'sais, on a essayé de recréer le moment où les feuilles d'automne tombent. Fait que, on a vraiment... Et où est-ce que la lumière du soleil au crépuscule vient s'accrocher dans ces feuilles-là, dans ces couleurs-là très chaudes de l'automne. Donc, ouais. Je me suis éparpillée un peu, là, mais
Mais c'est un peu cute. Non, mais c'est bon, mais c'est quoi? C'est une collection spécifique, ça? Ouais, c'est une collection de limitée qu'on a fait, qui s'appelle la collection Automne. Fait qu'on a vraiment essayé de recréer des moments. On a créé une histoire aussi autour de cette collection-là, comme un peu comme un monde fantastique, euh, un peu comme en haute couture, tu sais, quand avec les défilés de mode, quand ils viennent créer comme tout un univers, ben nous autres, on a essayé de faire ça avec cette collection-là, qu'on a... Ben, pas juste cette collection-là, même tout ce qu'on essaie de faire Ouais. maintenant, on essaie de l'introduire à l'intérieur d'un univers. C'est un univers qui existe souvent pas, un peu comme vous faites, quelque part, tu sais. On s'amuse avec d'autres médias qui est le cinéma ou tu sais, la vidéo ou la modélisation, le graphisme. Parce qu'on essaie de, de transcender un peu comme, mettons, appelons ça, on va dire, le produit ou le résultat qui est le luminaire, ou c'est peut-être même un prétexte presque pour euh, se baigner dans cet univers-là qu'on invente en même temps, tu sais. Donc, Dans le fond, vous essayez un peu de créer un genre de mythe, un genre de mystique autour de vos produits. Là. Dans le fond, c'est de mettre en scène votre luminaire dans un monde qui est cohérent avec le luminaire, comme si le luminaire venait d'un autre univers, dans le fond. ouais. Ouais. Mm. Ouais, totalement. On a commencé ça il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, là, avec la collection Automne. On a vraiment, on s'est comme créé un genre d'histoire storytelling pour peut-être embellir le produit, mais pas juste ça. On voulait on voulait que les gens soient un peu, Qui se laisse emporter par quelque chose. Parce qu'en fait, nous, à travers la lumière, on trouvait que le médium de la lumière évoque vraiment la magie en premier. Fait qu'on a commencé par travailler cette magie-là à travers la lumière, à travers les luminaires. Donc, c'était c'est notre premier pas vers ce désir-là de créer quelque chose de magique. Mais là, on se rendait compte qu'on pouvait comme associer à notre démarche d'autres d'autres niveaux artistiques, comme mettons le cinéma, avec Philippe Lupien qui nous avait vraiment aidé à transposer ça dans le monde du cinéma, en scénarisant cette histoire-là avec lui, en fait, en inventant les costumes. Tu sais, c'est ça qui est cool, là, c'est qu'on peut on mixe nos forces tout le monde ensemble pour inventer quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ça qui est bien. Là. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est plus juste un luminaire, c'est un luminaire puis l'univers qui l'entoure. Ouais, c'est exact. Puis là, vous vendez le luminaire, mais l'univers, il est associé, il est soudé avec. Ben, Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans cette collection-là, Automne, on s'est laissé aller en année, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer autour de cette collection-là? Puis là, on s'est dit, hey, imagine si les matériaux utilisés dans les luminaires, c'est comme si c'était des cueilleurs qui avaient trouvé ces matériaux-là dans la forêt, les avaient pris, les avaient travaillés, transformés, puis là, ça avait créé le luminaire. Fait qu'on avait fait un petit film racontant cette histoire-là que les cueilleurs trouvaient c'est ça, les matériaux pour faire les produits. Est-ce que, parce que moi, j'ai vu un peu sur votre Instagram, je pense que j'ai vu des images de ce film-là. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'effet contraire s'est produit? Au lieu d'avoir un luminaire puis de créer un monde autour, est-ce que ça vous est arrivé de créer ce monde-là autour d'un luminaire, puis après ça, à partir de ce monde-là, vous êtes venu peut-être faire des ajouts à cette collection-là? Ben, je dirais oui, parce que là, on en a sorti un il y a une année, ouais, qui s'appelle Abyss, qui est inspiré des cordages, des oursins, des fonds marins, là, grosso modo. Les fonds marins. Ouais, puis là, on a trouvé un artiste qui a travaillé sur des films comme Avatar, là, par exemple, puis qui a fait de l'animation pour ce type de film-là. Puis on a travaillé avec lui pour mettre en scène un peu cet univers-là dans lequel on voulait que le luminaire se retrouve. Mais j'avoue qu'on s'est fait un peu prendre par le jeu parce que là, on a plein d'idées, puis on dirait que ces idées-là, ils viennent de la mer, ils viennent de cet univers-là qui est plus marin.
Fait qu'on dirait qu'on a fait un luminaire qui appartient à la mer, à cet univers-là des fonds marins, mais là, les fonds marins nous inspirent des nouveaux luminaires. Mhm. Fait que, T'as commencé à travailler sur un monde que t'aimes, puis il faut que tu continues là-dedans. Ben, là. c'est ouais, ça. ouais, Puis, c'est tu sais, hyper même, inspirant. on travaille avec une équipe qui est à Verchères aussi, là. Un atelier, puis ils font quelques pièces de métal pour nous, tout travailler à la main, puis on a même développé avec eux une technique de, Félix saurait peut-être mieux comment dire, là, mais de soudure qui imite un peu comme si une pièce de métal était restée comme des dizaines, centaines d'années dans l'eau, puis il y avait des coraux qui étaient venus s'accrocher à ça. Fait que là, avec cette technique-là de soudure, on est venu comme recréer un peu ça, puis ça nous a tellement inspiré qu'à partir de ça, on développe des nouveaux designs. Ouais. Fait que dans le fond, euh, quand vous créez ce luminaire-là, par exemple, puis pour vous, il est hautement inspiré par un monde que vous avez imaginé, est-ce que pour vous, c'est vraiment juste une inspiration et donc on va chercher, par exemple, automne, ben là, on voit la lumière qui passe au travers le crépuscule puis les feuilles mortes ou abysse, ben on est dans les fonds marins. Est-ce que vous allez utiliser cette inspiration-là puis peut-être la développer de votre bord, puis après ça, créer un luminaire qui apparaît à Verchères, puis c'est tout? Ou est-ce que pour vous, vous pouvez vous imaginer que le luminaire, il existe dans ce monde-là, puis vous allez le chercher, puis nous le présenter à nous? Ben, Mais peut-être un peu des deux, tu sais. on se fait avoir avec le temps, je pense. Peut-être. Puis on dit souvent, tu sais, on crée des produits faits sur commande, faits en petite série, puis faits à la main. Fait que c'est sûr que c'est C'est pas accessible. c'est pas très accessible non plus en termes de prix. Mais ce qu'on veut profondément, moi puis Félix, c'est quand même offrir du beau à plein de gens. Fait que c'est pour ça qu'on a créé aussi notre Instagram, puis qu'on essaye, même si c'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre, comme par exemple la collection Automne, qui est une collection limitée, mais c'est pour ça qu'on a créé le film aussi. C'était pour que le plus de gens possible puissent rentrer dans notre monde, même s'ils vont pas acheter le produit. Juste, que les gens comprennent. Ouais, c'est un partage, là. C'est ça. On se dit que la créativité, ben, on n'est pas les seuls à se dire ça, j'en suis persuadé, mais la créativité, c'est un peu comme un flambeau qu'on se passe l'un à l'autre. Fait que si nos idées inspirent d'autres personnes puis qui amènent ça ailleurs, ben on trouve ça génial. Puis ça, c'est gratuit, tu sais, puis ça doit rester comme libre, puis ça doit se promener pour c'est ça, pour passer le flambeau quelque part, là. Fait que, dans le fond, c'est sûr que les luminaires, c'est le produit final, c'est c'est ce qui nous fait avancer. C'est la vache à lait, quelque part. Mais le résultat, qu'est-ce qu'on veut vraiment offrir? Tu sais, on n'est pas, souvent on le dit, on n'est pas des chirurgiens, là, on sauve personne, là. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre en avant notre talent, puis si ça peut inspirer des gens, mais ça c'est notre pierre à la construction qu'on fait tout ensemble dans la société, tu sais, fait quelque part, fait que tu sais, on voit notre raison d'être un peu de cette manière-là, quelque part. Ouais, j'ai l'impression que vous avez, dans ce truchement-là de votre pratique, vous avez redéfini le beau selon les critères qui appartiennent au monde où le luminaire existe, plutôt que selon les critères qui appartiennent au nôtre. Ouais. Tu sais, Wow. le beau c'est une construction peut-être sociale ou culturelle un peu, ben, les peuples qui habitent l'univers d'Abyss voient le beau différemment que nous. Là, je vous amène là où Julien puis moi j'aime aller là. Julien, il haït ça quand je vais là. Mais je vais aller dans complètement hypothétique avec vous, puis se lancer pour vivre dans Automne, vivre dans Abyss ensemble, puis voir aussi n'importe quel autre univers imaginé, comment leur art à eux peut apparaître. Uh-huh. Puis après ça, vous venez mettre des lunettes spéciales, puis aller regarder qu'est-ce qui se passe là, puis là, vous nous le vendez, tu sais. Uh-huh. C'est intéressant, j'avais jamais perçu ça de cette manière-là, un peu comme si on était un peu les maîtres du jeu de ces univers-là où personne nous connaît, puis on peut observer et contrôler l'univers qu'on invente à mesure, un peu, là. C'est une belle position, c'est une belle... Ouais, c'est spécial, j'avoue. Vous allez pouvoir mettre à jour vos LinkedIn là, maintenant que vous êtes des demi-dieux. Tantôt, vous avez parlé de la fameuse soudure qui rappelait un peu ces couleurs-là de métaux qui avaient été submergés.
est-ce que ça arrive souvent que par l'extrapolation de ce que vous contemplez puis ce que vous décidez de faire dans vos luminaires, vous êtes confronté à un genre de défi technique de comment on va faire ça pour que ça ressemble aux feuilles d'automne ou pour que ça ressemble à un... Bon, est-ce que ça arrive quand même souvent dans votre pratique que vous êtes confronté à ça puis que vous devez aller parler avec des artisans? Puis... Ben, constamment, je pense Ouais. quand on développe des produits, tu sais, il y a toujours cette marge d'erreur-là aussi qu'on se laisse. On dirait qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, mais on sait jamais ça va être Le quoi vrai le résultat, vrai ouais. résultat, puis le processus aussi pour y aller. Puis des fois, c'est fun parce qu'on a des surprises. Félix, il va souvent passer des heures, des jours avec notre Fleur de verre. souffleur de verre, puis ils font plein d'expériences. Puis là, souvent, il y a plein de surprises, puis c'est ce qu'il y a de beau aussi dans cette création-là. Mais oui, souvent, il y a des défis parce qu'on sait un peu où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis là, c'est comme, il y a des défis, à savoir qui va le fabriquer, puis comment aussi. Ouais, faut que ce soit plaisant, faut que ce soit plaisant à fabriquer aussi. On veut pas comme faire chier notre notre souffleur de verre avec un concept que nous on trouve tellement beau, mais que lui il s'arrache les cheveux à chaque fois qu'il le fait, tu sais. Fait que tu sais, mettons, c'est ça que Audrey a dit. J'arrive, mettons, je m'en vais le voir, j'arrive avec mes concepts. Tu sais, moi je suis pas un souffleur de verre, là, j'ai mes idées. Puis lui il a sa technique. Fait que là, sa technique confronte mes idées. On essaie de trouver des façons pour se rendre qui se rendent jamais parce que c'est irréaliste d'un bord comme de l'autre. Puis finalement, on arrive à quelque chose entre les deux, puis c'est ça qui est pour moi le résultat naturel. Il y a comme pas d'intention. C'est juste, c'est ça pour ça. C'est le A plus B égale C. T'sais. Je veux dire, il y a le A plus B égale F, ou égale P. T'sais, on le sait pas. On le sait pas qu'est-ce qui va. C'est ça, c'est le chaos. C'est le résultat du chaos, puis ça donne ce que c'est supposé de donner sans qu'il y ait une intention derrière. Puis c'est ça qui est cool. T'sais. Ouais, parce que souvent, au début, on dirait qu'on cherchait tellement la perfection, où on avait une idée en tête qu'on dessinait dans l'ordinateur, puis après qu'on venait pour faire des prototypes, on voulait exactement que ce soit pareil, puis on se butait tout le temps à une idée, puis c'était compliqué, puis on dirait que c'est pour ça qu'on vient rechercher aussi l'imperfection de plus en plus, se laisser aller, tu sais, puis... Ouais, puis se faire guider par ces idées-là qui sont pas les notes au départ. Là. Puis ça, c'est là que je trouve que ça nous amène... tu sais, même cette discussion-là qu'on a là fait partie du processus, je trouve. Parce que tu rebondis... Je pense qu'en création, il faut toujours que tu sois alerte à ce qui t'entoure, qu'est-ce qui t'arrive, pour que tu puisses trouver des avenues qui définitivement n'étaient pas sur ton chemin au départ, puis c'est un chemin encore plus intéressant. C'est carrément un voyage. T'sais, on fait du pouce, littéralement. On ne sait pas qui va nous embarquer, puis où est-ce qu'il va nous embarquer, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est intéressant que tu compares ça avec le voyage parce que toi, la seule chose que tu as en tête, c'est tes intentions de départ puis ta destination d'arrivée. Puis c'est à travers les partenariats que tu vas développer que tu vas voir que l'œuvre va prendre forme. Ouais. Je pense que l'autre façon de travailler, mettons, travailler en ermite, tout seul, dans son coin, sans parler à personne, à la fin, t'as pondu ton truc. En général, quand tu fais de l'art, c'est inférieur. J'ai toujours l'impression que c'est inférieur. Puis, ça fait plusieurs fois que vous en parlez, là. Vous avez un moment donné fait cette transition-là. Parce que maintenant, au départ, vous aviez une vision et on dit c'est ça, puis aussi vous disiez que c'est un peu plus symétrique. Fait que j'ai l'impression que vous avez commencé là, rigide. Ouais. Puis, à un moment donné, dans l'adaptabilité, vous avez trouvé votre voie. Ouais. À travers aussi les gens avec qui vous vous associez. Vous vous associez pas avec n'importe qui. Vous avez choisi votre monde. Ben, c'est aussi des défis techniques, des fois, on se butait des défis techniques, puis on réalisait que ce qu'on avait dessiné, qu'on pensait très simple, amenait des complexités hallucinantes. Puis, tu sais, je pense qu'on s'en est parlé, moi, puis Audrey, dernièrement, mais je pense qu'au début, c'était un peu aussi du manque de confiance.
Puis on dirait que quand tu as un manque de confiance en quelque chose, tu as besoin de contrôler le système pour générer un résultat. Mais quand tu gagnes confiance, c'est comme faire du vélo, tu sais. Je veux dire, t'essaies de penser à ton guidon, à tes pédales, à ton équilibre, tu veux tout contrôler. Le plaisir, il est pas tant là, il est vraiment dans faut que j'apprenne à faire du vélo. Mais une fois que tu es capable de bien conduire ton vélo, tu penses plus ni à tes jambes, ni à tes bras, ni presque où tu t'en vas. Tu te laisses presque guider par ton vélo, puis par les obstacles sur ton chemin, puis la route qui est pas comme tu pensais, puis tu prends un détour, puis c'est là que les surprises arrivent. Finalement, je pense que c'est littéralement ça qui nous est arrivé, puis c'est bien, c'est vraiment plus agréable aujourd'hui qu'au départ de créer parce que je me souviens, on a fait un luminaire qui s'appelle le Coco. C'est comme un gros collier de perles. Là. Puis moi et Audrey, là, on a dessiné 60 modèles avant d'arriver à celui-là. On a fait des maquettes miniatures, des maquettes échelle réelle. C'était compliqué, c'était long, ça nous a pris des mois à le dessiner. Puis finalement, on a accouché de ce luminaire-là, on est très content, puis il fonctionne bien. Mais aujourd'hui, en l'espace des fois de 2 semaines, on est capable de pondre 3 luminaires. Puis parce qu'on sait carrément où on s'en va, on sait comment ça fonctionne, on sait se laisser aller, puis on a une confiance mutuelle, puis les résultats, on s'obstine plus. C'est tout de suite comme wow, c'est ça, toucher couler. Ouais, Tu sais, c'est facile, c'est agréable, ça coule. Je pense aussi que d'avoir, tu sais, on s'est créé des contraintes aussi avec le temps, mais la contrainte de l'univers dans lequel on veut bâtir notre produit nous aide vraiment beaucoup à le développer rapidement. On se connaît, on sait ce qui, comme par exemple l'inspiration de la mer, ça allait de soi. On habite sur le bord du fleuve, on adore l'eau. Fait que, c'était même pas une question qu'on allait aller vers là. Puis là, maintenant qu'on est dedans, on a juste comme plein d'idées. Puis les contraintes, tu sais, on dit, tu sais, le vieil adage de les contraintes génèrent l'art. Ouais. Tu sais, les contraintes créent un espace où tu sais, ça crée des limites claires dans lesquelles travailler. Quand on est laissé à soi-même, puis on dit, OK, invente de quoi? Bonne chance. Ça risque d'être n'importe quoi. Ouais. Et si tu me dis, t'es pogné dans X, Y, Z, ça c'est ton cadre, invente de quoi? Je suis comme, OK, c'est quoi la limite de X que je peux aller chercher? Puis comment je peux bien représenter Y? Puis comment Z peut, genre, peut-être me venir de quelque chose que j'ai déjà eu comme idée il y a une couple d'années? Puis là, tu places les éléments, tu sais, bien plus facilement que si tu me dis, faites quoi? Exactement, c'est totalement raison. Parlant de contraintes, si c'est pas tout à fait évident pour les gens qui nous écoutent, vous partagez aussi votre vie ensemble. Puis, je me demandais, quand on... ouais, je suis dans le potin. Moi de Félix? Tu parles. Justement, quand on s'approprie cet univers-là, est-ce que ça vient avec des défis, j'imagine, de l'habiter à deux, ce monde-là, puis d'y apporter du nouveau tout le temps? Est-ce que ça arrive des fois qu'un va sortir une idée qui pour l'autre semble être complètement hors champ pour ce que vous faites? Ou, Je vais laisser Audrey répondre, je pense. Oui. Ben oui. Félix me fait vraiment peur. Félix, c'est une explosion d'idées. Pas toujours bonne. Pardon. Non, c'est pas vrai. Non, Félix, je pense c'est là que ça sort. Vous l'avez entendu en premier ici, à Comme du Monde, les c'est ça amis. que je voulais du shock value. Là. Oui. Non, mais je pense, honnêtement, Félix, c'est une des personnes les plus créatives que je connais. Puis, Elle connaît 3-4 personnes, je pense pas que ça passe. Elle habite à Verchères. Combien de personnes tu penses qu'elle connaît? Fait que j'ai souvent eu très, très, très peur de ces idées, mais je pense que encore là, c'était peut-être une question de confiance. On débutait et à la fois dans notre compagnie et dans notre couple. Fait que des fois, Félix me sortait des affaires, puis peut-être qu'on se comprenait mal, puis là, je me disais, où est-ce qu'il s'en va? Dans quel monde il m'emmène? Fait que là, le processus était plus long aussi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on se connaît mieux, puis on s'amène mutuellement quelque chose de parfait. Parfait.
on se calme. Ce que je veux dire, c'est que de beaucoup plus équilibré, où bon, la confiance est là. Fait que là, mettons, moi, je m'en vais dans des directions, mais Audrey, elle sait quel langage que je suis en train de parler, puis où je m'en vais. Puis Audrey, elle lèche l'affaire au final, tu sais, elle met son lustre pour que ça soit comme conceptuellement équilibré, que ça aille quelque part, que ça soit dans une direction réfléchie et tout. Ça fait que ça ouais, on se complète vraiment bien à ce niveau-là. On a on a aujourd'hui une créativité complémentaire là, puis ça marche vraiment bien. Là. C'est pour ça que Vous avez aussi une compréhension mutuelle du monde que vous avez créé, puis de qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui fonctionnerait moins bien. Ouais, ben on l'a créé ensemble aussi. Ça l'aide. Ouais. Et mine de rien, c'est drôle, mais tu sais, mettons, nous, on rebondit, nous deux, dans notre quotidien, dans nos deux têtes, là, mais c'est juste qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec vous, là, c'est personne ne pose de questions en général, tu sais. On dirait qu'on fait nos trucs. Ça fait du bien. Moi, je trouve que ça nous remet en question. Je suis sûr qu'on va finir notre rencontre, puis on va en jaser pendant 3 semaines parce que ça va nous avoir amené quelque part d'autre, là. C'est facile de vous connaître de nom ou de regarder votre site web ou votre LinkedIn et de juste tirer comme conclusion, c'est 2 personnes qui sont des artistes accomplis, qui ont une bonne business qui roule bien, qui font des luminaires de luxe. Moi, dans la conversation qu'on a là, je fais comme c'est quoi Automne? C'est quoi Abyss? Je vais aller vivre à ces places-là. Amène-moi à ces places-là. Ouais. C'est quoi le film? Puis j'ai l'impression que c'est juste une histoire d'intérêt parce que moi, je m'en calisse des luminaires, c'est full mal éclairé chez nous. Mais cet aspect-là, ça me fascine. Puis là, après ça, ben je veux pouvoir être plongé dans un univers. Puis cet aspect-là de votre pratique, pour moi, elle est pas, elle est peut-être pas, c'est sûr qu'elle est pas universelle chez les fabricants de luminaires, mais elle est clairement pas non plus même récurrente. Là. C'est rien. Là. J'ai jamais entendu parler de d'autres mondes qui font ça, même dans des trucs de luxe. Est-ce qu'il y a tant des univers complexes imaginés avec, tu sais... Dans le design? Je pense que ça se voit beaucoup en haute couture. Ouais, en haute couture. Peut-être plus. Avec des personnages qu'on habille, genre, ou des... tu sais, souvent, les collections, comme par exemple Dior, vont créer peut-être... Alexander McQueen. Alexander McQueen, c'est un bon exemple. Ils vont faire des trucs complètement extravagants. Des défilés de mode à thématique et tout. Dans le design de l'objet... Il y en a, ouais, ben il y en a des grandes marques, là, mais ils vont... mettons, Ingo Maurer, c'est une compagnie allemande où est-ce qu'ils vont créer des univers autour de leurs produits. Ben, je dirais Lindsay Edelman ou même Boshi. Là, il y a quand même un univers. Non, on est les seuls. Non, mais je pense qu'il y en a qui font des choses semblables à ça, mais tu sais, c'est surfaciel, c'est du brand, puis c'est cool aussi. Mais je sais pas au niveau du luminaire, mais en général, je peux penser à genre le nouveau char qui vient de sortir, puis il y a un nom de même, puis il y a un style de même, mais ça reste à ça. Tu sais, ils ont pas imaginé l'univers où le char existe. Vous avez imaginé l'univers où le luminaire existe. Oui, c'est sûr que c'est pour les gens qui nous suivent puis qui veulent être plongés dans cet univers-là aussi, mais c'était une façon aussi qu'on ait du plaisir à créer, tu sais, puis pas juste créer une collection après une autre collection, puis une autre collection, puis juste du design. En maintenant, on s'est vraiment dit, hey, comment qu'on peut avoir du plaisir à créer sans juste tout le temps créer des luminaires. Fait que là, on s'est dit, eh bien, on va créer, on va faire des vidéos, on va créer un monde autour, puis même Félix, pour la vidéo de Automne, il a créé des outils pour que les cueilleurs aillent cueillir les matériaux. Comme il y avait un cueilleur qui allait chercher des globes qui illuminaient dans le fond de la rivière. Fait que Félix, il a comme créé cet outil-là, ce genre de perche. Puis là, ils sont exposés dans notre galerie parce qu'on les trouvait tellement beaux. Est-ce que cette perche-là est inspirée de quelque chose qui existe dans la vraie vie? Par exemple, au niveau des gens qui ramassent des pépites d'or dans la rivière ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une perche qui existe ou c'est une perche que tu as inventée pour cette pratique-là, pour cet univers imaginaire-là? Ouais,
c'était plutôt inventé. Puis c'était vraiment le fun parce que je pense que c'est l'univers qu'on a approfondi le plus, tu sais, à travers les costumes, à travers les outils. On se disait, même les détails des costumes, on se disait non, les personnages peuvent pas porter ces bottes-là. Tu sais, on dirait que c'était agréable, c'était intéressant d'approfondir. Puis ce qui était intéressant, je trouve aussi, c'était de pas être toute seule là-dedans. Tu sais, mettons, Philippe Lupien, il était là à nous challenger aussi, à nous, tu sais, de nous pitcher des idées dans cet univers-là. Fait que, soudainement, on prenait... Et le réalisateur du court-métrage. Du court-métrage, oui, excusez. Puis dans le fond, c'est intéressant de prendre notre idée de départ, puis de passer à travers son filtre à lui, puis voir le résultat de notre idée de départ à travers le filtre de quelqu'un d'autre, puis de récupérer ça avec les yeux d'un autre. C'est vraiment intéressant, puis ça nous a donné le goût aussi de... Ben moi, en tout cas, ça me donne le goût de continuer dans cette optique-là, puis... Tu sais, par exemple, à Abyss, c'est la même chose. Le créateur qui a fait l'animation, vous irez voir ce qu'il fait, c'est hallucinant. Fabien Hert. Et c'est un Belge, puis il nous a... on y a pitché au départ comme, OK, on veut que notre luminaire soit dans le fond de la mer. J'avais fait des 3D rapides, là, avec mes outils à moi, là, mais tu sais, qui sont loin d'être aussi puissants que les siens. Tu sais, on veut que ça soit que ça soit dans le fond des mers, avec un genre de table qui serait un rocher avec des animaux faits en matériaux luxueux, genre le cristal, des poissons en or, tu sais, puis laisse-toi aller, tu sais. Fait que il est parti de son côté, il nous a renvoyé un premier jet, puis, tu sais, on est très difficile, là, on le sait vraiment qu'est-ce qu'on veut. Puis lui, il est allé encore plus loin de qu'est-ce qu'on voulait. Puis le résultat, il est ce que vous pouvez voir sur notre site internet, mais il dépassait notre entendement, là. Puis, tu sais, il y avait plus d'ajustement à faire. C'était comme toucher, couler, là. C'était plus que parfait. Wow. Il est venu créer. Fait que finalement, c'est ça. Il est venu créer ça. Il a bonifié votre idée de départ. Ouais, puis il a amené. inventé des créatures qui vivent dans le fond de la mer. Ouais. Tu sais, il les a mis comme s'ils étaient en métal. Ah ouais, C'était... Ouais. Vous irez voir. Eh ben merci, vous avez été super généreux pour vrai. Ben, c'était très agréable de parler avec vous. On a été très généreux. Merci à vous. Vous nous avez donné toutes sortes de bons stocks auxquels on s'attendait pas, puis nous autres, on vous a lancé des questions auxquelles vous attendiez pas. Est-ce qu'on vient de faire exactement le processus créatif qu'on aime? Donnant. Mais ouais. Ben, merci beaucoup. Félix Guillon, Audrey Laron. Ben, merci Joël et Julien. Mes préférés. Ouais, vous êtes maintenant nos nouveaux invités préférés. Ouais, ça, faut s'y attendre à chaque mois, on va dire ça à la prochaine personne. Mais écoute pas l'épisode avec Vincent Mauger. C'était une très bonne entrevue avec des moments là, mémorables. Je peux dire avec confiance que c'est mon entrevue préférée. Est-ce que mon chat te gosse par hasard? Ton chat, il est comme tout le temps en train de se dire je vais grimper sur ce gars-là. Oui. Puis ça a des griffes, un chat, hein? Mais elle pourrait avoir des griffes qui sont coupées. Mais moi, quand je sais que tu vas bientôt venir à la maison, je laisse ses griffes pousser, puis je donne une lime à ongles, puis elle les affûte. T'as vu, là, je viens de découvrir qu'elle a peur de ma canette. Fait que j'utilise ma canette comme un bouclier. C'est pour ça qu'on a des bières aujourd'hui. Ouais, c'est pour faire peur au chat. Hey, moi j'ai une création à te présenter. Oui. Te rappelles-tu la fois où j'ai présenté un alpha syllabaire? Je me rappelle comme si c'était il y a 2 semaines. OK. Puis, mais c'était il y a un mois. Mais tu vois, j'ai comme un... Ouais, t'as vraiment une C'est mémoire 2 fois fraîche. plus frais à ma mémoire.
Mais tu sais, quand j'ai fait ça, j'ai présenté une image, puis là, on en a parlé. On va faire la même chose Ce qui est aujourd'hui. parfait pour un balado. Là. Oui, encore. Ouais, le ouais, format, là, se prête vraiment bien à ça. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est d'écrire ce que tu m'as apporté. Parce que j'ai un regard j'ai un regard néophyte sur ce que tu as fait. Ouais. Puis ça permet aux gens à la maison un peu de comprendre. Puis on va la mettre en image dans la vidéo YouTube de notre podcast. Mais aussi, j'ai trouvé comment faire des chapitres avec le balado lui-même. Puis si ça fonctionne, si je fais bien les choses, ça fait déjà quelques semaines que ça marche. Que quand tu syntonises le balado comme du monde, puis tu arrives à un moment où on parle d'une image, le thumbnail, l'image qui apparaît n'est plus le logo de Comme du Monde, mais plutôt l'image dont on parle. Une technologie là, révolutionnaire. Mais là, tu me fais penser que cette technologie-là, aussi révolutionnaire qu'elle peut être, je sais pas si ça peut faire des images qui sont pas carrées. On va peut-être avoir juste une partie de ta carte. Ben non, il va avoir des bandes noires ok. de chaque côté. Bon, parfait. Fait que je le décris. Oui. C'est une carte régionale avec des routes. En fait, bon, on a la topographie générale des lieux. Il y a des montagnes, des chaînes de montagnes. Il y a une sorte de baie, un fjord en fait, avec deux fleuves qui s'étirent vers le nord, 2 rivières. Puis il y a beaucoup de villes et de villages qui sont marqués sur cette carte-là, qui sont nommés. C'est vraiment le genre de carte que je me dis que quelqu'un qui habite Elurmourd, qui semble être la capitale, parce que c'est la ville qui est écrit en plus gros, le genre d'objet que les gens d'Elurmourd pourraient avoir pour s'aider dans leur voyage d'un village à l'autre. Il y a des réseaux, il y a des routes, notamment des routes qui sont d'une ligne solide, puis d'autres qui sont d'une ligne pointillée. Puis tout est écrit et en irial, et avec notre alphabet à nous. En français, en fait. C'est même écrit Fjord de Tumbein. Est-ce que ma prononciation est bonne? Génial. Fait que je sais pas, je pense que c'est pas mal ma description générale de ce que j'ai dans mes mains. Dans mes mains, il y a à peu près une dizaine, si c'est pas plus, de villages qui sont là. Il y a une iconographie. Il y a un phare, puis un château, je crois deviner. Parce qu'il y a une petite iconographie de maisons pour les villes et villages. J'apprends là-dessus qu'Elurmourd est probablement une ville fortifiée. En tout cas, il y a des murs sur cette image-là. Puis le reste, ben, on a comme des tours. Puis au nord, complètement, on a l'air d'avoir une forêt et un petit palmier. Fait que peut-être un oasis. Il y a quand même beaucoup de stock là-dessus au niveau de world building. En tout cas, beaucoup de géographie. Je sais pas par où commencer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ma description? Ben non, en fait, tu as fait une très bonne description. Oui, je me suis prêté au jeu de la cartographie amateur. Encore une fois, ça donne ce que ça donne. Là. Essayer de faire quelque chose dont on n'est pas pro, mais c'est le propre du démiurge. Ouais, fait que c'est une carte de la région d'Elurmourd. Là, entre moi, on s'en fout de la prononciation. Mais oui, en irial, le R, il est roulé. C'est la seule différence. Ce serait Elurmourd. Puis, comme tu as dit, c'est toute la région avec des villages. On dirait que j'ai juste le goût de t'entendre me poser des questions random sur la carte. Moi, j'ai fait un petit dessin. Puis, Mais tu nous as mis une échelle au bas 30. Mais je sais pas si c'est des kilomètres ou des milles ou des... Ah, c'est vraiment pas... En ce moment, je veux pas divulguer cette information-là parce que j'ai l'impression que ça... Tu te souviens de l'entrevue qu'on a faite avec Vincent Mauger? Ouais, on a dit pas d'unité. On donne pas d'unité, on donne pas de chiffres. Fait que je donne des chiffres, c'est 30. Mais c'est 30 quoi? Ça va me peinturer dans un coin si je fais pas mes mathématiques comme du monde derrière puis je dis que c'est 30. La raison pour laquelle il y a ça, c'est parce que j'ai commencé à travailler d'autres cartes qui sont en rapport à cette carte-là. Par exemple, une carte de toute la section du continent qui est en zoom-out de cette carte-là, et puis une carte qui est en zoom-in sur la ville d'Elurmourd, qui est une carte urbaine. Au dernier épisode, on a parlé de xéno-urbanisme. Ouais. Et donc, j'ai commencé à travailler une carte, et je pensais être en lien avec l'épisode, avec ma petite création, une carte de la ville, avec les bâtiments et les choses comme ça. Et j'avais déjà commencé à travailler ça, il y a peut-être 1 an, sur la ville d'Elurmourd. Je l'avais faite, puis c'était pas tout à fait à mon goût, fait que j'ai voulu le refaire, puis je l'ai refaite, puis là, il m'est venu
dans mes recherches, comme l'idée de c'est quoi ce genre de ville-là, il y aurait combien d'habitants, etc. Et là, j'ai calculé mon nombre d'habitants possible à peu près. Puis j'ai calculé le nombre de petites maisons que j'avais dessinées sur la carte. Puis ça matchait vraiment pas. Ah, OK. Fait que je suis comme, OK, ce que j'ai imaginé comme une ville, j'ai vraiment sous-évalué. Puis j'ai de la place pour habiter 8000 personnes, mais je veux que ce soit une ville à 500 000 personnes. Fait que ma map est pas bonne. OK. Et donc, j'ai abandonné le projet, mais j'avais aussi fait une carte des environs. Fait que ça, c'est le projet que je t'ai présenté aujourd'hui, puis que j'ai finalisé, parce qu'elle n'était pas aussi précise que ça. J'ai OK. donné un peu plus de précision. Mais je suis comme... Je t'arrive avec une demi-création dans ma tête. Puis je me suis dit, je vais pas y dire, personne va le savoir, les gens sur le balado vont pas le savoir. Finalement, je c'est la pense que première chose que tu me dis, c'est ça. Je pense encore que j'ai réussi à ne pas le dire. OK. C'est une question de perception. C'est... Par rapport aussi aux lignes que tu as mis, je comprends que c'est des routes. Mon intuition, c'est que les routes qui sont rouges d'un trait complet, là, c'est, mettons, les routes pavées ou les grandes routes. Puis en pointillé, c'est plutôt des sentiers ou des routes secondaires. Ouais, ben en fait, c'est plus... C'est juste un chemin de terre battue en pointillé, OK. puis une route pavée en ligne droite. OK. Donc, ben, tu connais mon cadre un peu, c'est un empire. Antiquité. C'est un empire antique. Fait que toutes les routes mènent à Ilurmurd. Parfait. Mais c'est des vraies routes qu'on voit en rouge. Et puis, il y a une directionnalité de la route qui est au nord puis qui va vers le sud-ouest, avec une petite flèche puis un petit mot. Ouais. Fait que ça, c'est la prochaine grande ville. Ouais, c'est ça. Je devinais que Litakis n'était pas sur la carte, mais si on continue vers le nord, on va finir par arriver à Litakis. Exactement. Fait que Ok. vers le nord, Litakis, vers l'ouest, Loyauxel. OK. Et Loyauxel, Litakis sont possiblement les deux autres plus grandes villes de tout le continent. Ils sont liés par ça. Fait que il n'est pas écrit le nom du prochain village. Là, il est écrit traverse le continent au complet, puis t'arrives à Loyauxel par cette route-là. Fait que c'est les trois plus grandes villes. OK. Je comprends. Ouais. OK. Mais la carte que tu as, c'est pas un zoom out, mais si on le fait un peu, puis t'as vu une autre carte, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. là, avant de commencer l'épisode, mais que le monde de Gadin, c'est pas mal un supercontinent. Fait que l'Empire couvre beaucoup, pas tout, mais beaucoup de ce continent-là. La ville de Loyauxel, qui est à l'autre bout ouest, c'est une grande métropole qui donne sur une mer. Ouais. Et puis, il y a beaucoup, donc, il y a comme une route commerciale importante entre Loyauxel et Ilurmurd. Ilurmurd est un port, une ville portuaire du sud-est. C'était ma prochaine observation. C'est très... il y a l'air d'avoir une grande culture maritime dans ce qu'on voit là, parce qu'il y a beaucoup de villages. Je veux dire, le chemin mène à Ilurmurd. Après ça, il y a un sentier qui descend vers le prochain village, genre les deux prochains je dis village parce que j'assume que c'est des villages, mais en tout cas. Ouais, mes petits icônes de maison, c'est comme des villages. Ilurmurd, j'ai fait une ville un peu plus fortifiée. Puis tu peux voir qu'il y en a deux autres qui sont un peu différents aussi. Celui-là, c'est comme un château finalement, là. Werg, ouais, c'est comme déconnecté puis différent, mais on sent que... En tout cas, j'ai voulu faire que c'est clair que c'est pas un village. C'est une forme de fortification aussi. OK. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est que Ibitar, Reita, Ojindayan, Werg, puis même Alasmar, qui est une île au milieu, les seules façons de s'y rendre à date, selon ta carte, c'est par la navigation, par les voies maritimes, en passant par le fjord. Donc, moi, en tout cas, d'un point de vue de jeu de rôle, je trouve ça très inspirant parce que tu te dis qu'il y a de la piraterie, il y a des lignes de commerce, fait que... Ouais. Est-ce qu'il y a des pirates dans ton monde, Joël? Okay. Et ben, en fait, il y a plusieurs factions de marins. Il y a des peuples, c'est-à-dire des espèces anthropomorphes, carrément, qui sont spécialisées dans ça, de leur culture, etc. Okay. Par exemple, l'Empire. J'ai parlé des furets déjà. C'est ça.
Mais en dehors de l'Empire, du côté sud-est, donc exactement à l'est de ma map, à partir de Werg, puis en poussant plus vers cette direction-là, c'est le territoire contrôlé par les crocodiles. Oh, ça a l'air d'être des torieux si je me fais à Donkey Kong, là. C'est vraiment inspiré de Donkey Kong. Non, pour vrai. vrai? Ok. Genre, quand je me suis dit, qu'est-ce que je veux comme race de, tu sais, une espèce de marin sanguinaire. Puis là, je me suis dit, King K. Rool. Oui, absolument. Comme le dit l'expression, King K. Rool of Cool. Oh, OK. Et donc, j'ai juste... Hey, j'ai pas pris 2 poids 2 mesures. J'ai juste décidé d'y aller par là. Par les crocodiles. Et donc, on a des crocodiles qui font des raids, qui sont des vrais pirates, là, sans foi ni loi. Et puis, tu as là-dedans, bien sûr, des crocodiles qui sont bons, puis qui roulent leur boss, puis tout va bien, mais il y a comme une structure sociale faite pour raider les voisins. Et puis, le fjord de Tumbine est un espace facilement, donc, raidable. Ouais. Ça l'a été par le passé, mais maintenant qu'Ilurmord fait partie de l'Empire, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est protégé. Donc, il y a une marine impériale qui occupe l'espace du fjord de Tumbine. Un peu comme l'âge d'or de la piraterie, là. Ouais, exactement. Fait qu'il y a des pirates, il y a la marine, et puis il y a aussi les Alas Maternes, qui sont un peuple de marins. Oui, Alasmar, tu vois. Ça a un lien linguistique, mais le lien historique est ténu. OK. Mais il y a quand même un lien, mais en gros, les Alas Maternes, c'est un peuple de marins. De toutes sortes. C'est une marine qui était marchande en certains points, mais il y en a d'autres là-dedans qui font toutes sortes d'autres choses. Et donc, c'est un peu notre imaginaire du bon pirate. Là. OK. On peut aller là. Mais en général, c'est surtout des marchands. OK. Encore une fois, on est dans mes espèces anthropomorphes. Originairement, c'est des perroquets. OK. C'est des psittaciens, des marins perroquets. Fait c'est intéressant parce que le perroquet, il y a une connotation pirate aussi. Là. Mais c'est ça, genre, je vais pas chercher midi à 14h quand j'évolue mes espèces. J'y vais avec des trucs que je veux qui feel enfantin. Au risque d'être cliché, je veux que ça sente comme naturel, que « Ah, OK, c'est ça, là. » Fait qu'il y a pas de grosse surprise ici. Aussi, comme j'en ai déjà parlé, c'est comme de la création un peu en mise en abîme, où tout ça dans ma tête est inventé par un ado, qui est mon personnage de mon roman, qui est moi quand j'étais jeune. Ouais. Fait que oui, quand je prends des décisions, des fois je fais comme « Ah, c'est un peu cliché, mais c'est tellement cool que c'est ça qu'il choisirait de faire. » Ouais. Fait que un peuple de marins perroquets, un peuple de marins crocodiles, puis une marine impériale de toutes sortes d'espèces mélangées, mais avec des officiers furets qui savent pas trop nager, mais qui ont le sabre et le canon. Ils se retrouvent être capitaine d'un navire, puis ils ont le mal de mer. Il y a un truc récurrent quand même dans ma création d'avoir des furets en position de pouvoir qui sont genre complètement dépassés par les événements. Fait que c'est pas comme... Je l'ai mis un petit peu partout. Là, avec ce que je t'ai livré à date, je pense pas qu'on a vu ça. Non. Mais on risque de le voir un moment donné. OK. Outre ça, je pense toujours en lieu, parce que c'est une carte, là. Mais t'as c'est une sorte de vallée, finalement, qui mène à ce fjord-là. Oui. Où ça traverse une chaîne de montagnes. Mais étant donné qu'il y a 2 noms, j'imagine que c'est 2 chaînes différentes. Ouais, mais il y a une grande cordillère qui run du sud complètement du continent jusqu'au nord du continent, puis qui divise le continent en 2. C'est d'ailleurs la limite de l'Empire. OK. Mais au sud d'Ilurmord, donc l'Empire est même de l'autre côté, entre autres à cause de l'influence de cette ville-là puis de leur contrôle maritime. Il y a encore une couple de petits villages. Si on pousse plus loin, ça devient que c'est un peu n'importe quoi, là, plus au sud. Mais oui, fait que cette cordillère-là est coupée en 3 segments. Le segment du sud complètement, c'est Apsis. Puis ensuite, on a l'Arcumbeso. Puis l'Arcumbeso, il y a 2 segments. Le segment central puis le segment nord, qu'on voit pas ici. Là. Okay. On voit donc la jonction entre l'un et l'autre. Puis une vallée fluviale entre les deux, où se déverse la rivière Tumbine. Et c'est ça.
où se déverse la rivière Tumbine qui croise Elurmur. Fait que ça respecte aussi ce qu'on a parlé à l'épisode sur l'urbanisme. Ta capitale, elle est proche de l'eau. On imagine que c'est de l'eau douce qui se jette dans un fjord. Là. T'as décidé que c'était ma capitale, hein? Ah ben, ouais. C'est pas la capitale. OK. C'est la plus grande métropole de cette région-là. OK. Puis il y a d'autres très grandes métropoles. À date, j'ai pas mal conçu ça comme étant c'est la ville la plus cosmopolite de l'Empire, la plus grande ville. Mais la capitale de mon empire, c'est Litakis qui est mentionné au nord. Donc, il faut prendre la route vers le nord pour y aller. Puis quand on était dans tes lettres, tes correspondances dans les autres épisodes, ou dans le dernier épisode, avant-dernier, est-ce que ça se passe à Elurmurd? J'ai comme pas le texte sous les yeux, mais est-ce qu'il y a un siège de pouvoir à Elurmurd? Puis, Ouais, à la fin, il est cacheté. Oui. La lettre est cachetée à Elurmurd, au bureau du tribun. OK. Fait que même si c'est pas ta capitale, à date, c'est là que tu m'enseignes beaucoup de choses. Tout ce que tu nous montres à date semble tourner autour de ça. Ouais, tout ce que je fais dans mon univers, j'essaie de centraliser à Elurmurd pour me faire comme une espèce de terrain de pratique pour tout le reste, parce que c'est la ville la plus cosmopolite, puis il y a beaucoup de rapports entre les castes sociales, entre les langues que les gens parlent, entre les différents moyens, milieux de vie aussi, parce que tu vois que c'est quand même au pied d'une montagne, de plusieurs montagnes. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui ont un mode de vie portuaire sur le bord de l'eau. Quand tu montes en montagne, il y a un autre type d'installation. Il y a des manoirs, des villas qui appartiennent à la classe dirigeante, à l'élite, surtout des aigles qui sont là. Fait qu'il y a qui peuvent vivre en altitude, donc ils s'installent dans les montagnes. Fait qu'il y a plein de rapports comme ça qui sont un peu en foisonnement dans cette ville-là. OK. Fait que j'ai choisi cette ville-là, puis je travaille quasiment uniquement avec cette ville-là en attendant. Et des fois, je fais un peu des trucs qui se passent ailleurs dans le monde, mais je travaille beaucoup avec Elurmurd. La capitale, pour moi, est inintéressante. OK. Parce que c'est une gang de furets. Mais un peu comme on avait parlé avec Riyad, en Arabie Saoudite. Ouais. C'est une ville qui n'a pas rapport d'être là vraiment, mais c'est juste pour des raisons historiques que c'est la capitale. OK. Et puis, un peu comme Versailles, c'est un palais immense avec une coupe de souks puis de boui-boui autour. C'est juste le siège de l'autorité impériale, mais par exemple, il y a un sénat dans mon monde, puis ce sénat-là, il est à Elurmurd. Il est proche du peuple pour avoir les discussions, etc. Je comprends. Ouais. Cool. Fait que c'est un peu bicéphale de la façon que l'autorité est gérée, où tu as un empereur et sa cour qui ont une vie un peu plus courtisane, un peu plus mondaine à Litakis. Puis tu as l'économie, puis le peuple qui bouillonne, puis qui fourmille. Puis qui est proche du Sénat. Ouais. OK. Il y a entre le fleuve ou la rivière qui porte le même nom que le fjord et le Sanazod. Ouais. J'imagine, c'est-tu comme un canal qui a été creusé? C'est artificiel? Ouais, Est-ce que c'est... Okay. C'est artificiel. Ah, OK. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Pour le commerce... Et c'est éclusé. OK. Dans le sens où ça peut pas perdurer ça dans le temps d'avoir ça. Fait que c'est vraiment juste pour faire passer anciennement, c'était un portage qu'il y avait là. Okay. Puis à un moment donné, l'Empire a comme installé un peu un système, un petit canal avec des écluses pour pouvoir passer des bateaux de l'autre côté du continent, parce que la Sanazod se rend à d'autres... Là, je ne vais pas faire de la grande géographie puis aller loin, mais ça se rend à d'autres places. Fait que pour pouvoir lier la mer qui est au sud-est du fjord et le reste du continent par la marine sans faire le tour complet. Et donc, parce que le sud est une possession de d'autres entités politiques. Et donc, de faire le tour par le sud de tout le continent, ça rend les choses impossibles. Un peu comme on a vu souvent avec notre monde à nous. Il y a des canaux qui sont brisés, des liens qui se font pas, qui rendent les choses compliquées, difficiles. Tu sais, Christophe Colomb a essayé de faire le tour de la planète parce que c'est les Portugais qui avaient des alliances avec l'Afrique, le sud de l'Afrique, et donc ça devenait difficile pour les Espagnols de passer par là. Fait que ce genre de relation-là qui fait que pour les flottes impériales, il faut une façon de passer de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. Le canal qui est là permet ça. Cool.
J'ai 2 autres trucs que j'ai notés sur ta carte que, Ok. que je trouve qui sont... En tout cas, le premier, c'est ce que je trouve être un bon choix. C'est de séparer ta zone qui est du côté vilain, là, entre guillemets, qui est contrôlée par des crocodiles. Sont de l'autre côté de tes montagnes. Ouais. Ils sont comme protégés géographiquement d'une attaque. La seule façon d'y accéder, c'est de traverser la chaîne de montagnes, c'est pour être périlleux, ou de traverser en bateau, puis eux dominent déjà du côté maritime. Ouais. Fait que là, on place tes crocodiles, sont un peu enclavés, sont un peu protégés par tes choix de géographie. Là. Ben oui, puis en fait, si on a une approche diachronique, une approche plus historique à ça, pour moi, c'est évident que c'est comme ça, parce que un truc comme une chaîne de montagne, naturellement, divise Ouais. l'espace, tu sais, c'est comme une barrière naturelle. Mhm. Fait que c'est pour ça que les crocodiles ont évolué d'une façon, puis l'Empire a évolué d'une autre façon, puis qu'ils sont ramassés peut-être dans une situation D'affrontement. puis d'opposition, puis que leurs cultures sont différentes, puis même opposées sur plein de points. C'est parce qu'il y a une chaîne de montagne là. T'sais. Fait que c'est pas juste au présent, ça les sépare, mais en fait, ça les a toujours séparés, puis ça a créé la situation qu'on a aujourd'hui, que c'est en conflit. Est-ce que tes crocodiles sont... parce que tu m'as dit tantôt qu'il y avait des crocodiles qui faisaient partie de l'Empire aussi, ou qui vivaient une petite vie rangée bien normale, mais est-ce qu'ils sont fondamentalement mauvais? Non. OK. Absolument pas. À Elurmurd, il y a des crocodiles qui peuvent vivre là, réformés, maintenant acceptés comme des plébéiens dans l'Empire. OK. Est-ce qu'ils peuvent vivre une forme de discrimination dans Oui. l'Empire? OK. Tout à fait. Tout à fait. En fait, sur toutes les espèces, il y a des rapports complexes. Il y a des stéréotypes, il y a des... Ben oui. OK. Ben oui. Fait que les crocodiles, la vie est pas facile. Dans la ville d'Elurmurd, il y a, par exemple, des crocos qui marchent dans les rues, mais t'auras pas ça à l'Étakis, t'auras pas ça à Loyauxerre. C'est parce que là, il y a une proximité géographique, Je comprends. donc il y a un certain nombre, mais il y a une ghettoisation. Les crocos vivent tous dans le Vieux-Port, qui est comme désaffecté. Puis, si tu essayes de monter la colline sénatoriale puis tu as un crocodile, la garde furette est là pour t'attendre. Je comprends. C'est intéressant. Ça développe beaucoup de... Ben, c'est ça. C'est de la belle démiurgie. Tu sais, ça nous inspire des histoires puis des situations. J'aime ça. Ça Ouais. génère du conflit, en fait, puis c'est ça qu'on veut. Hein. Tout ça avec une map. T'as-tu... au nord, complètement, il y a un icône qui est le seul de sa gang, qui est un palmier. Est-ce que c'est une zone tropicale ou est-ce que c'est un désert, puis là, il y a un oasis dans ce désert-là? Premièrement, tout ce que tu vois ici est dans une zone tropicale. OK. Elurmurd, c'est une ville que j'imagine comme... on a parlé de mes influences, c'est très antiquité, etc. Mais tu peux imaginer en termes de température, on est en Mésopotamie. OK. C'est un climat sec et des tropiques. Au nord de ça, au nord de la rivière, ça commence à être désertique. Puis, parce que c'est vis-à-vis les tropiques, puis qu'il y a une grande région où il n'y a pas de bassin hydrographique qui se déverse, il y a un désert. En plein centre-sud du continent, OK. il y a un désert quand même grand que personne n'est capable d'habiter, sauf Les chameaux. les gens chameaux. Fait que les caméliens, Les caméliens, qui ont fait une ouais. apparition dans le dernier épisode où Ah oui. j'ai lu une petite histoire. Il y avait un camélien qui fabriquait des sandales. Là. Oui, Ouais. exactement. Mais ils habitent en bordure du désert et même dans le désert. Et ça, ce que tu vois ici, le petit chemin, c'est une voie, la dernière voie qui est un peu traçable et passable par n'importe qui. Semi-sécuritaire. Là. Semi-sécuritaire. Puis quand tu arrives au petit palmier, c'est comme tu dis, une oasis. En fait, c'est le point de marchandage sud des gitans chameaux qui passent au travers du désert puis qui vivent leur vie à faire du... Dans le fond, je parlais tout à l'heure du commerce avec les bateaux. Ben, il y a un commerce qui se passe aussi par le désert où il y a juste des gitans chameaux qui peuvent faire certaines routes qui sont difficiles sinon, puis qui prennent des mois et des mois en bateau. Est-ce que... c'est parce que je pense à ça parce que c'est une question que je me suis posée en faisant mon texte de la semaine dernière. Est-ce que tout ça se fait à pied ou est-ce qu'ils utilisent des moyens de transport avec des animaux, des Qu'est-ce technologies? que tu veux dire? Les caméliens? Pas juste les caméliens, mais moi j'imagine un camélien comme étant un être qui se tient quand même sur 2 jambes.
Ouais, c'est bipède. Est-ce qu'ils ont des chevaux? Ils ont des chameaux. Ils ont des chameaux. Fait que le camélien cohabite avec le chameau qui est non anthropomorphe. Exactement. Wow. Ben, je veux dire, t'as-tu déjà été dans une ville d'Asie où il y a juste des singes qui jouent autour de toi? Ouais, Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. c'est vrai. OK. Fait que le singe est autant éloigné de l'homme que le chameau l'est du camélien. Ouais, c'est vraiment le rapport que j'essaie de faire, c'est des espèces qui ont évolué à partir d'ancêtres communs. OK. Fait que la semaine passée, on avait une famille de caméliens puis ils ont un chien. Ouais. Ben, ils ont un chien. Puis j'ai des gens qui sont canins, tu sais, dans Ouais. mon monde. Puis ils peuvent avoir un chien aussi. OK. Fait que j'ai essayé de pas faire beaucoup de distinctions dans quelles espèces ont été domestiquées, mais je pourrais changer ça aussi. J'ai quelques idées pour rendre domestiquées certaines espèces ou d'autres qui ne l'ont pas été. Mais reste que, même si c'est juste une espèce sauvage, ben, mes peuples qui sont des sentients dans le monde sont Ouais. juste une variation Plus évolué. sentiente, bipède. C'est un peu la seule affaire que je me donne, le seul critère, c'est sentient bipède de ce peuple. À part Ok. pour les serpentiens qui sont pas bipèdes. Pour une raison évidente. Ok. Puis je veux pas parler de moi quand c'est ton texte, mais je me suis, moi, questionné parce que on fait affaire avec des trucs qu'on reconnaît beaucoup dans notre univers. Mais moi, c'est une question que j'avais trouvée difficile. C'est le transport. Parce que je veux pas non plus juste dire, ben, ils ont des chevaux. Puis là, c'est ça, ils ont des chevaux. Parce que le cheval, c'est comme le moyen de transport auquel on pense dans un monde de fantasy. Puis après ça, je me disais, bon, ben, est-ce que j'invente un animal qui sert au transport ou. C'est Moi, toujours. j'ai laissé cet espace-là très flou dans ma tête. Comme tu m'as demandé qu'est-ce qu'ils font pour traverser le désert, ça, dans ma tête, ça a toujours été, c'est des caméliens sur des chameaux. Je trouve que c'est funny. Ouais. Mais est-ce que le cheval est comme universellement le mode de transport? Peut-être pas. Puis un moment donné, toi puis moi, on va faire de la xénozoologie, là. Ouais. Puis c'est toujours ça que j'ai eu en tête dès qu'on a commencé le balado. Je me suis dit, je vais utiliser ça pour un peu développer cet aspect-là. Quand on sera rendu là, tu vas développer ça. Ouais, parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Puis on en a parlé en début d'épisode, mais moi j'ai déjà joué des campagnes de Donjons et Dragons dans Gadin Ouais. avec des joueurs, des joueuses. Et puis par défaut, tu sais, tu suis le livre puis les règles de Donjons et Dragons. Fait que Tu peux t'acheter le un monde cheval a ou des un chevaux. poney ou un. Ça m'a toujours semblé comme un par défaut que j'aimais pas beaucoup. OK. Fait Ouais. que j'ai le goût de développer quelque chose de différent. OK. Fait qu'on on se gardera ça pour notre épisode. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des distances qui sont difficilement marchables. OK. Mais mettons, dès Lourmourde à Edvep, c'est une journée de marche. OK. C'est pas un après-midi, là, c'est une journée. Puis donc, 2 heures de cheval. OK. Fait que si on oublie qu'il y a le cheval, mais c'est des distances qui sont quand même Ça commence à être loin, là. pas faciles à faire. C'est pas ouais. super accessible. Non, c'est ça. Moi, j'utilisais bête de trait. Parce que je me disais, je vais laisser ça à bête. Puis quand on arrivera à l'épisode où on travaille là-dessus, je travaillerai là-dessus. Mhm. Cool. Ouais. Ben, j'ai pas d'autres questions pour toi. T'avais pas une question sur l'écriture? Je sais qu'il n'y a pas de question à y avoir, mais en fait, j'ai mis en application les Wanzek pour la première fois. On peut le voir. Chacun de ces mots-là écrit dans... Ouais, ben quand je l'ai décrit tantôt aux auditeurs, j'ai pris soin de dire qu'on l'avait en français puis en érial, mais Mais ma question serait plus, est-ce que tu reconnais les symboles? Est-ce que tu peux comprendre avec ce qu'on a dit il y a 3 épisodes? 4 épisodes. ben, il y a des symboles qui me reviennent. là. Tu sais, je le vois, la trompe d'éléphant. Mais non, je te dirais que Non, hein? je reconnais l'irial. Je sais que c'est l'irial. Je suis rendu à un point où quand Ok. je le vois, je sais que c'est ça. Mais les symboles en tant que tel, Pas- je suis encore loin. Là. C'est bon. Ouais, peut-être qu'à la fin d'une année avec toi, Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, tu vas être habitué... on fera un épisode spécial où on fait juste on parle pas d'irial, on parle en irial. Tout le podcast. Ça Ça va être le fun, hein, pour le monde qui écoute. Hey, ça va être trippant. Ouais. Ben, bonne semaine. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, Julien. À la semaine prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.